Bonjour à tous, Daniel Côté ici. Dans cette série de vidéos, je présente quelques idées clés sur la gestion des coopératives sur lesquelles j'ai travaillé au cours des 30 dernières années. Dans cette troisième vidéo, j'aborde spécifiquement le nouveau paradigme coopératif et la stratégie axée sur la propriété psychologique. Ce concept s'est imposé en marketing depuis une vingtaine d'années comme un facteur explicatif du comportement des consommateurs. De quoi s'agit-il? Et pourquoi le sentiment de propriété psychologique existe? Les humains développent un sentiment de propriété psychologique envers une multitude d'objets, tangibles et intangibles, vus comme une extension de soi. Les gens peuvent se sentir propriétaires d'un grand nombre de choses, produits, espaces de travail, idées, rôles. À la base, la propriété psychologique est donc une question de possession, d'intendance et de besoin de contrôle sur quelque chose. La propriété est également le moyen grâce auquel nous gagnons un sentiment d'autonomie dans le monde. De ce concept, une stratégie d'empowerment du client s'impose graduellement. Pour expliquer l'existence de ce sentiment de propriété psychologique, les spécialistes réfèrent à un véritable instinct, un besoin inné de posséder. À cet aspect génétique s'ajoute un volet d'apprentissage, particulièrement dans les premiers stades du développement humain. Dans la perspective de l'entreprise, l'intérêt du sentiment de propriété psychologique s'explique par le fait que le consommateur va attacher une plus grande valeur à un objet, lorsqu'un tel sentiment existe. En découle une intention accrue de faire affaire avec l'entreprise, de la recommander, une acceptation de payer davantage et une plus grande résistance aux offres des concurrents. Le consommateur moyen est exposé à un très grand nombre de publicités par jour. Encourager un sentiment de propriété psychologique chez le client aide donc l'entreprise à se démarquer. Par ailleurs, ce sentiment de propriété psychologique se mesure. Voici un exemple de question que j'ai utilisée dans une enquête auprès des membres d'une coopérative pour mesurer ce sentiment de propriété psychologique envers l'organisation. Cette organisation représente beaucoup pour moi. Lorsque quelqu'un a fait l'éloge, je le considère comme un compliment personnel. Je me sens chez moi lorsque j'interagis avec elle. Je considère cette organisation comme si elle m'appartenait. Je me sens lié à cette organisation. Maintenant que nous savons ce qu'est la propriété psychologique et pourquoi s'y intéresser, il nous faut identifier quelles sont les motivations pouvant inciter un consommateur à développer un tel sentiment envers un objet. Une première source de motivation est rattachée à l'habilité de la personne à interagir efficacement avec son environnement, à expérimenter un certain degré de contrôle sur ce même environnement. Une deuxième source de motivation est l'identité personnelle, dans la mesure où les possessions servent de symbole de l'identité et déterminent qui je suis, étais, serai. Une troisième source de motivation correspond au besoin d'avoir une place, un espace privilégié, de sorte à établir une sécurité via les objets familiers. Finalement, une quatrième source de motivation concerne la stimulation, c'est-à-dire le besoin d'activation et d'excitation. Lorsqu'une personne exprime un sentiment de propriété psychologique pour une cible particulière, une ou plusieurs de ces sources de motivation seront satisfaites. Au-delà des sources de motivation à l'origine de ces sentiments, nous devons identifier comment les activer. 3 itinéraires potentiels pour développer ce sentiment de propriété psychologique sont identifiés dans la littérature. Le premier itinéraire concerne le degré de contrôle exercé sur un objet, tangible ou intangible. Plus le degré de contrôle est élevé, plus l'expérience de participation du consommateur va stimuler le sentiment de propriété psychologique envers l'objet en question. Un deuxième itinéraire se développe via la connaissance intime de l'objet. Plus l'individu a de l'information sur l'objet en question, plus le sentiment de propriété va s'amplifier. Un troisième itinéraire identifié concerne l'investissement de soi dans l'objet, ce qui peut prendre différentes formes, temps, idées, habileté, expertise, énergie, etc. Ces 3 itinéraires donnent du pouvoir au client, requérant cependant
qu'il ait certaines habiletés, capacités pour influencer le processus de prise de décision. Maintenant, qu'en est-il de la relation entre la propriété psychologique et les fondements du mode d'organisation coopératif? J'ai découvert la littérature sur ce concept de propriété psychologique au milieu des années 2010. Très rapidement, la convergence avec les fondements du mode d'organisation coopératif m'est apparue. Les trois principales sources de motivation et les itinéraires liés à un sentiment de propriété psychologique sont au cœur de la raison d'être de la coopérative. La première source de motivation, l'interaction avec son environnement, est au cœur de la création même de la coopérative. Au départ, la création d'une coopérative est initiée par la reconnaissance d'un problème partagé par un groupe de personnes. L'entreprise créée par ce groupe se veut la solution à leur problème collectif. C'est donc pour exercer le contrôle de leur environnement, via une entreprise, qu'un groupe d'individus crée une coopérative. Au cœur de cette interaction, nous retrouvons le lien d'usage, c'est-à-dire le lien entre l'activité du membre et celle de la coopérative. La deuxième source de motivation, l'identification à la coopérative, est facilitée par ce même lien d'usage. La reconnaissance d'une réalité partagée avec d'autres membres et la finalité de la coopérative, c'est-à-dire assurer le mieux-être du membre et de la communauté. Quant à la troisième source de motivation, une troisième place, la nature et structure distincte de la coopérative assure l'existence d'un espace privilégié et sécuritaire pour le membre. Les trois sources de motivation principales sont donc au cœur de la raison d'être d'une coopérative. Par ailleurs, les itinéraires sont également fortement intégrés à la nature et la structure coopérative distinctes. L'exercice du contrôle est facilité via les règles distinctes, particulièrement le pouvoir démocratique, un membre, un vote, au sein de l'association de membres, propriétaire de l'entreprise. Le membre est donc à même d'influencer le résultat final en participant aux assemblées, notamment, aussi en élisant des représentants au conseil d'administration de la coopérative. Quant à la connaissance intime de l'objet, l'organisation coopérative ici est grandement facilitée par la pratique d'éducation coopérative, de formation, d'information et de consultation. Finalement, l'investissement de soi s'exerce via la participation à la propriété par le biais du capital social de la réserve collective, au pouvoir par le biais des assemblées et l'élection d'administrateurs au conseil d'administration, et au résultat via le partage des surplus et la ristourne. Les motivations et itinéraires, clés de l'émergence de ce sentiment de propriété psychologique, sont donc fortement imbriqués au cœur de la nature et structure coopérative. La raison d'être et les principes coopératifs s'avèrent être des leviers puissants, facilitant le développement et le maintien d'un tel sentiment. Jusqu'à ce point, je n'ai parlé de la propriété psychologique que dans une perspective individuelle. Il existe cependant aussi un sentiment de propriété psychologique collectif. La propriété psychologique collective s'avère d'autant plus importante lorsque les consommateurs éprouvent un sentiment affectif à l'égard d'une organisation avec laquelle ils traitent. En lien avec une organisation, le contrôle et l'identification sont beaucoup plus susceptibles de se produire au niveau du groupe. Pour que la propriété psychologique collective puisse émerger, il est nécessaire d'observer un sentiment partagé entre deux ou plusieurs individus, ainsi que des croyances et connaissances communes. Par ailleurs, sont également requis des droits et responsabilités collectifs, une interdépendance entre les consommateurs, une identification collective et une cohésion de groupe. La structure et les règles coopératives créent des conditions facilitantes permettant l'émergence d'un tel sentiment collectif. Au moment où je découvrais le concept de propriété psychologique, j'ai réalisé que le véritable sens de la propriété coopérative s'inspirait principalement de la propriété psychologique, à la fois individuelle et collective. Ce n'est pas pour devenir propriétaire que le membre adhère à la coopérative, mais bien pour interagir efficacement avec son environnement et y exercer un degré de contrôle suffisant. Aussi pour créer un espace à la fois privilégié et sécuritaire.
C'est ce qui fait que l'importance accordée à la propriété légale soit subordonnée à l'usage. Cette primauté du lien d'usage est renforcée par le partage des surplus au prorata des activités du membre avec la coopérative. Par ailleurs, lorsque vu sous l'angle de la propriété psychologique, la primauté du lien d'usage s'harmonise parfaitement avec le sentiment de propriété psychologique, les deux se renforçant mutuellement. L'intérêt véritable du membre envers sa coopérative s'appuie donc fondamentalement sur le sentiment de propriété psychologique, alors que l'action collective est facilitée par le sentiment de propriété psychologique collectif. À ce stade-ci, la question de l'avantage concurrentiel soutenable lié à ce sentiment de propriété psychologique individuel et collectif doit être abordée. Il ne fait aucun doute que le mode d'organisation coopératif, comparativement à l'entreprise privée, est lourdement avantagé en ce qui a trait au sentiment de propriété psychologique. Comme je l'ai démontré dans cette vidéo, la nature et la structure coopérative, sa raison d'être, sont centrés autant sur les motifs clés que les itinéraires à l'origine du sentiment de propriété psychologique, ce qui est nullement le cas de l'entreprise privée. La coopérative bénéficie donc d'un avantage concurrentiel alors que sa structure propre, ses valeurs, principes, vus comme une ressource, sont valables, rares et difficilement imitables, en lien avec ce sentiment de propriété psychologique. Finalement, j'aimerais brièvement revenir sur l'idée de la crise identitaire que je présente dans mon premier vidéo. Je termine cette vidéo sur l'idée que cette crise identitaire peut être solutionnée par le développement d'un nouveau paradigme coopératif, ce que le concept de propriété psychologique que je viens de présenter illustre parfaitement. Les facteurs retenus pour aborder les changements impactant l'association des membres sont une motivation initiale liée aux conditions de marché, les abus, qui n'existent plus pour les membres actuels. La grande taille de l'association et l'abstraction des membres qui en résultent, alors qu'un fort pourcentage adopte un comportement de passager clandestin et ne participe plus à l'action collective. L'absence d'éducation coopérative et la perte de sens de la propriété coopérative. Au point de vue de l'entreprise, les homomorphismes, à la fois concurrentiels et institutionnels, poussent la coopérative à adopter des orientations, actions et méthodes de plus en plus similaires à l'entreprise privée. Qu'en est-il maintenant lorsque regardé dans une perspective différente? Vu sous l'angle de la propriété psychologique, à n'importe quel stade du développement de la coopérative, les sources de motivation qui lient les membres à leur coopérative sont intrinsèques et liées à un besoin inné de posséder et de contrôler. C'est un potentiel toujours ouvert au développement tant que le membre est en relation avec sa coopérative. Par ailleurs, les principes coopératifs doivent être revus comme des itinéraires permettant d'activer les sources de motivation. Alors que l'éducation coopérative est inexistante lorsque celle-ci vit un malaise identitaire, ce principe d'éducation, de formation, d'information devient hautement stratégique lorsqu'abordé comme itinéraire permettant le développement d'un sentiment de propriété psychologique. Qui plus est, au-delà de l'approche individuelle, la propriété psychologique collective limite les comportements clandestins et renforce la participation des membres à l'action collective. Finalement, pour limiter les effets de l'isomorphisme, normatif en particulier, les gestionnaires doivent reconnaître les avantages du mode d'organisation coopératif, notamment la valeur ajoutée, autant pour le membre que pour la coopérative, associée à la propriété psychologique et l'impact sur les comportements des membres. Il est donc tout à fait possible et souhaitable de revisiter les fondements du mode d'organisation coopératif tel qu'illustré dans cette troisième vidéo. La stratégie axée sur la propriété psychologique démontre la pertinence de l'identité coopérative comme levier de compétitivité et d'avantage concurrentiel. C'est ce que le déplacement vers le 4e cadran et le nouveau paradigme coopératif illustrent. Merci de votre écoute.